Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder les derniers résultats d'Alphabet. Donc là on est sur le Q2 2026. Au niveau du CA, on a une très belle croissance. On voit que le CA global a augmenté de 24% par rapport à l'année dernière. Pour le search aussi, on a une belle croissance, plus 17%. Et c'est surtout le cloud là qui va tirer la croissance. Donc on est à plus 82% par rapport à Q2 2025. Avec un record aussi au niveau du backlog qui représente la 514 milliards de dollars. Et pour YouTube, on a 13% de croissance des revenus. Donc comme on l'a dit, on a des revenus totaux qui augmentent de 24%, on a des coûts qui augmentent seulement de 21%, donc on a un levier opérationnel qui nous donne un résultat opérationnel en croissance de 30%. Et en ajoutant tous les revenus et les dépenses qui ne sont pas opérationnels, on est à 112 milliards de dollars pour le Q2 de 2026, ce qui fait une croissance de quasiment 300%. Mais comme vous le voyez, c'est dû au Other Income, comme au dernier trimestre. En fait, on est dans la même configuration. Et en plus de ça, ce trimestre, il y a eu de la dilution, ce qui fait qu'on a des EPS qui augmentent un peu moins vite que le net income, d'autant plus qu'il est biaisé par cette Other Income. Juste ici, d'ailleurs, on peut voir le nombre d'actions en circulation. Donc, comme on le voit, il y a bien eu une dilution, ce qui leur a servi à financer toutes les dépenses liées à l'IA, à l'infrastructure IA. Je crois que c'était une dilution d'à peu près 80 milliards, si je ne me trompe pas. Donc ça, quand on est actionnaire, forcément, on n'aime pas, mais ça fait partie des moyens de se financer, une augmentation comme ça en capital. Et si on veut comprendre pourquoi ce net income et ces EPS croient d'à peu près 3% par rapport à l'année dernière, et bah comme je le disais, c'est exactement la même raison que le trimestre précédent, c'est à cause de l'other income. Et si on regarde le détail du coup de cet other income, on a la ligne gain sur les participations qu'ils ont dans les sociétés, qui est passé de 1 milliard à 99 milliards en un an. Donc ça, c'est lié à toutes les participations qu'ils ont pu avoir, notamment dans SpaceX, Anthropic, ils doivent en avoir d'autres aussi. Et c'est important de dire aussi que ce sont des gains qui sont non réalisés, parce que si vous allez voir le cash flow statement, pour avoir le cash flow opérationnel, vous verrez que il soustrait cette ligne au net income parce que justement, il n'y a pas eu de cash qui est rentré. C'est pour l'instant juste du non réalisé, quoi. C'est sur le papier. C'est pour ça aussi que c'est important d'ajuster les earnings à ce niveau-là, parce qu'on a quelque chose qui ne relève pas du tout de l'opérationnel de Google. Si on regarde un peu plus comment se décompose le CA, donc comme d'habitude, vous avez le Google Services et après vous avez le Google Cloud. Donc on a une belle croissance au niveau des subscriptions. Donc ça peut notamment être les abonnements YouTube Premium, les abonnements à Gemini, etc. Une belle croissance quand même sur YouTube Ads et aussi une belle croissance sur la search, plus 17%. Et si on regarde l'operating income, on est à 39 milliards pour un revenu à 94 milliards, donc une marge à 41,8%, alors que le trimestre précédent on était à 40,1%. Donc on a gagné quasiment 2 points. Et maintenant le cloud, donc là qui a explosé à plus 82%. Et idem, le trimestre dernier, on était un peu dans une configuration similaire avec un cloud qui avait explosé. Et en plus de ça, on a un très beau résultat opérationnel de 8 milliards pour une marge de 35%. Donc là, vous voyez, par rapport à l'année dernière, on a pris quasiment 15 points de marge. Et juste ici, ce que vous avez, c'est le backlog en trimestriel. Donc on le voit, 513 milliards de dollars pour Google à ce trimestre. Et on suit un peu la tendance qu'il y a eu au même trimestre, enfin au dernier trimestre là. Donc on avait 467 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on a vraiment eu une explosion là jusqu'au trimestre dernier, Q1 2026, sachant qu'ils ont à peu près le même taux de conversion de backlog que le trimestre dernier. On était à peu près à 50% du backlog qui était produit, transformé en chiffre d'affaires au cours des 24 mois. Donc ça fait en gros 25% par an qui est converti en chiffre d'affaires, qui représente du coup en gros 100 milliards, un peu plus de 100 milliards de dollars par an de revenus pour le cloud. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur les marges opérationnelles des deux segments qu'ils présentent. Donc, on a vu 35% et 41%. Donc, ce sont de très bonnes marges, mais il faut ajuster quand même de toutes les dépenses qu'ils font au niveau de l'IA, parce qu'elles ne sont pas incluses dedans, ni dans ce segment, ni dans celui d'au-dessus. Et si vous regardez juste là dans le press release, comme on voit, on a les revenus détaillés par segment. On a aussi compris OtherBet, etc. Mais vous avez ce segment Alphabet Level Activities qui a une perte de plus de 5 milliards 7 de dollars. Et donc pareil, on en avait parlé dans les derniers résultats, parce que ce segment existait déjà. Mais en gros,
il cale là-dedans énormément de dépenses liées à l'IA, sauf que cette dépense quasiment de 6 milliards hein, n'est pas inclue, n'est pas déduite de la marge opérationnelle de Google Services ou Google Cloud. Donc après, c'est aussi normal que ça soit compliqué peut-être, je sais pas, peut-être que pour eux c'est très simple et ils veulent pas le dire, mais j'imagine que c'est compliqué d'estimer le pourcentage d'IA qu'il y a dans tel ou tel produit afin de bien répartir cette dépense. Parce que l'IA intervient dans plein de niveaux, hein, que ce soit sur du YouTube, dans leur cloud ou encore dans les subscriptions. Enfin, ils sont partout, donc c'est probablement dur d'estimer la proportion de l'IA par segment et après de déduire cette dépense en fonction de la proportion dans chaque segment. Et donc, il faut juste être conscient que dans les marges opérationnelles qui sont présentées, c'est un peu biaisé parce que du coup, on ne prend pas en compte cette dépense et que probablement au lieu de faire peut-être 41,8%, ça se trouve on fait du 39%, ce qui fait qu'on a une marge opérationnelle qui ne s'améliore pas, mais qui au final est légèrement décroissante de 1 point. Mais voilà, ça a quand même un impact sur cette image-là, quoi. Idem pour le cloud, hein, si on part du principe que, je sais pas, toute la dépense des 5007 est liée au cloud, ce qui est probablement pas le cas, mais imaginons, et bien en fait vous avez une marge qui n'est plus qu'à 2 milliards quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont il faut être conscient. Ensuite, on passe sur les CAPEX. Donc là, les CAPEX, ce trimestre, ça a donné 44 milliards, quasiment 45 milliards de dépenses en un seul trimestre, Q2 2026. Donc vous voyez, là, ça fait 2 trimestres, 3 trimestres quasiment qu'on fait plus 100%. Et donc, si on passe sur le free cash flow, on a un cash flow opérationnel à 39 milliards. Et donc, bien sûr, si vous soustrayez les 44, 45 milliards de CAPEX, bah, on a une boîte qui est free cash flow négatif pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps. Et il y a des chances qu'il reste free cash flow négatif pendant un petit moment, tant que eux, ils estiment qu'il va y avoir du ROI sur leurs investissements. Maintenant, on passe au transcript. Donc, on a Brian Novak, un analyste, qui demande un peu la question sur le ROIC qu'il peut y avoir, la vision du ROIC qu'il peut y avoir autour de ces dépenses en CAPEX. Et ce que la CFO de Google explique, c'est qu'il y a une très grosse demande, une énorme demande, une demande qui est telle qu'il n'y a pas assez d'offres pour répondre à cette demande, ce qui fait que eux, ils investissent énormément et que en gros, tant qu'il y aura de la demande et qu'on voit un ROI sur cette demande-là, ils continueront à investir. Donc pour l'instant, il n'y a pas de CAPEX qui ont prévu d'être arrêtés. C'est pour ça que je disais, il y a des chances qu'ils soient encore free cash flow négatif pendant un moment. Et ce qu'ils ont expliqué aussi, c'est qu'ils ont plus à perdre à ne pas investir qu'à investir parce que sinon ils vont se faire prendre des parts de marché par forcément Amazon ou Microsoft qui font la même chose. Et ensuite, une autre question qui a été posée encore une fois à la CFO à propos de la structure du capital de Google avec récemment ce qu'on a eu, la dette qui a augmenté et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dilution pour les actionnaires, donc des émissions d'actions. On sait que cette émission de dette et cette dilution d'actions a surtout servi à financer justement les CAPEX, l'infra IA, etc. Et justement un peu pour expliquer cette structure du capital, la CFO parle justement de ses dépenses et que la source principale des financements des CAPEX vient du cash flow opérationnel, parce qu'on voit, il génère quand même un cash flow opérationnel qui est vraiment très solide, et donc tout ça va en premier dans les CAPEX. Après, la deuxième option, c'est la dette. Ils ont expliqué que sur les 12 derniers mois, ils ont un portefeuille de dette qui est passé de 16 milliards à 100 milliards. Et du coup, très récemment, il y a eu l'equity raise, donc cette augmentation de capital pour 80 milliards si je ne me trompe pas. Donc voilà un peu le cheminement de financement que peut avoir Google et l'impact après que ça a sur le capital, la structure du capital. Mais en gros, ce qui est dit juste en dessous par la CFO, c'est qu'il y a de fortes probabilités qu'ils ne reviennent pas sur les marchés financiers pour lever des fonds à nouveau, comme ils ont pu faire avec les 80 milliards au trimestre dernier, mais que les trois sources de financement restent en premier le cash flow opérationnel, en deuxième la dette, en troisième la dilution, mais toujours en maintenant un bilan comptable qui est sain pour tout le monde, y compris les actionnaires. Avant de conclure et de voir la valorisation, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et un j'aime à cette vidéo. Et pensez surtout à passer par mon lien de description pour ouvrir un compte titre ou un PEA chez Interactive Broker si vous n'avez toujours pas commencé à investir. Et pour moi, il y a juste un point qui mériterait d'être un peu plus approfondi. C'est en gros le mix client du segment cloud. On voit qu'on a une énorme croissance.
On sait que les clients sont à peu près soit des gens pour le cloud classique et des entreprises pour le cloud classique. Vous avez maintenant aussi des entreprises du Fortune 500 qui vont avoir du cloud plus des outils IA fournis par Google. Donc un package comme ça où la boîte peut centraliser ses données et également avoir une offre avec Gemini qui, j'en sais rien moi, mais va analyser des chiffres dans un document. Et vous avez une partie de la clientèle forcément qui sont toutes ces boîtes comme Anthropic, OpenAI, peut-être qu'il y a du SpaceX aussi avec Grok. Donc toutes ces boîtes qui fabriquent les modèles et qui ont plus de pertes qu'elles ne font de chiffre d'affaires. On n'a pas réellement les chiffres, mais d'après ce qu'on entend et aussi de ce qu'on a pu voir pour SpaceX, le segment IA est vraiment pas rentable. Vous avez de la dépense qui surpasse le chiffre d'affaires et qui surpasse bien comme il faut, hein. Des fois, vous pouvez faire x2 par rapport au x3 par rapport aux revenus que ça rapporte. Donc la vraie question, c'était de connaître un peu le pourcentage de justement tous ces segments-là à l'intérieur du cloud, et pareil, tous ces segments-là au niveau du backlog, et connaître la croissance de chaque segment pour le cloud, histoire de savoir qui prend le plus de place, qui croît le plus vite, parce que si on a des boîtes justement qui ont un chiffre d'affaires qui est inférieur aux dépenses, qui croît le plus vite, bah, ça risque de ne pas être soutenable très longtemps pour Google et on risque de voir des contrats qui sont annulés, donc du backlog qui diminue et des revenus de cloud qui diminuent aussi avec une marge opérationnelle qui va se contracter encore un peu plus. Et en même temps, il faut se dire que Google est probablement en capacité de mesurer ça et qu'elle est capable de dépenser 50 milliards de dollars ce trimestre pour essayer de répondre à cette demande. Donc soit ça fonctionne, c'est très bien, et par contre c'est pricé dans le prix de Google, soit ça fonctionne pas, on a des boîtes qui font faillite, et ces boîtes qui font faillite étaient malheureusement celles qui représentaient le plus gros chiffre d'affaires et la plus grosse part du backlog de Google, qui fait qu'on peut avoir une action qui baisse et du coup probablement une opportunité, sachant que pour eux, en vrai, c'est rien du tout, même si ça fonctionne pas, ils auront perdu un peu, mais ils arriveront forcément à se relever. Et maintenant, si on s'intéresse un peu à la valorisation et que vous êtes tenté de regarder le PE, vous pourrez vous dire que Google est vraiment pas cher. On est à 16 de PE, ce qui est rien du tout hein, pour une boîte qui fait 25% de croissance du chiffre d'affaires, plus de 30% de croissance du bénéfice opérationnel. Mais il ne faut pas oublier qu'elle fait une croissance de quasiment 300% des EPS, notamment dû à l'other income, les participations qu'ils ont dans les sociétés, dans différentes sociétés. Et donc pour que ça soit beaucoup plus représentatif, il faut forcément ajuster cette métrique. Et donc si vous comparez, vous voyez qu'on a un écart qui se creuse là depuis mars, avril, mai 2025. Et vous voyez que si on valorise Google uniquement avec les bénéfices qu'elle fait sur son business opérationnel, on n'est plus à 16 mais on est à 42. Et là pour le coup laisse peu de marge d'erreur, même si on a une boîte qui croît très très bien, on l'a dit 25% et à peu près 30%, c'est vraiment très bien, mais pour moi c'est beaucoup trop cher. Donc je ne fais rien, je ne vends pas non plus ma position. Voilà, je regarde ça de loin, je continue d'analyser et on verra bien ce que ça donne. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez du Google en portefeuille, si vous avez regardé les résultats et ce que vous en avez pensé. Et surtout, pensez à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!